Donc est-ce qu'il y a un surplus? Est-ce qu'on peut faire ça en gros? Ce qu'il y a sur la photo de droite, comme ils faisaient il y a, j'imagine, une centaine d'années, prendre des méga sacs et aller racler toutes les feuilles mortes en forêt pour... alors là, en l'occurrence, ils les utilisaient comme litière pour les animaux à la ferme, ou pour faire des coussins ou des trucs d'intérieur. Il y a des mesures qui ont été faites un peu à la même période sur ces... Ils appellent ça les litter removal, donc le, le retirement, le retrait de la litière forestière, c'est ça. Fait qu'on enlève toutes les feuilles mortes. Puis sur la gauche, ben, on voit de nouveau le même type de graphique auquel vous êtes maintenant habitué. Euh, qui a ce truc en escalier où ça descend très vite au début et ça finit par se stabiliser. Et on voit que ben, le fait d'enlever les feuilles mortes en forêt, ça a des conséquences assez tragiques sur le taux de carbone du sol des forêts. Et le risque, en fait, avec ces pratiques-là, alors évidemment, ben, comme on le voit sur le graphique, c'est que ça prend quelques dizaines, voire centaines d'années. C'est pas du jour au lendemain, évidemment. Quoique le graphique tout en haut, ça a l'air d'être assez du jour au lendemain, mais j'ai plus les détails, il faudrait aller voir l'étude. Euh, Ce qui risque de se passer avec ces pratiques-là, c'est que le taux de matière organique et de carbone du sol soit plus adéquat pour la végétation qui est en place. C'est assez compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écosystème forêt, il est stable dans son fonctionnement, tout est recyclé, tout est réutilisé. En fait, en venant récolter les feuilles mortes, on casse le cycle. C'est-à-dire que les arbres euh, laissent tomber leurs feuilles en automne, et ces feuilles, en se décomposant, renourrissent en fait les arbres. Et les arbres créent un petit arbre crée peu de feuilles mortes, parce qu'il a besoin de peu manger. Alors qu'un grand arbre qui fait des tonnes et des tonnes de matière, matière fraîche au printemps, donc, il a besoin de beaucoup manger. Et cette nutrition vient en partie de la tonne de feuilles mortes qu'il fait à l'automne. Et comme je disais, ben, c'est un cycle. Et si on vient casser ce cycle en venant ramasser les feuilles mortes, on a des arbres qui ont très faim et qui n'ont rien à manger. Parce que tout ce qui leur permet de manger, en fait, concrètement, ils ne mangent pas les feuilles mortes, hein. C'est les feuilles mortes qui sont mangées par la faune du sol, et c'est la décomposition de la faune du sol, comme je l'ai expliqué tout au début, qui finit, après de longs processus complexes, par nourrir les arbres. Donc des très grands arbres qui ont très faim, qui n'ont plus à manger, ben ça finit par donner des forêts un peu désertiques où on se retrouve avec des arbres soit très malades, soit carrément morts sur pied. Parce qu'il y a un taux de carbone du sol qui ne correspond plus à ce que la végétation demande. Et en fait, au bout d'un moment, ben, les arbres finissent par crever, et si on arrête dès que les arbres sont morts, ben, il n'y a forcément plus de feuilles mortes au sol, et si on laisse aller, ben, du coup, le taux de carbone de ce sol reconduirait naturellement plutôt vers une prairie, qui finirait par se réensemencer de nouveaux arbres, etc., et le cycle recommencerait. Euh, donc, voilà, j'espère que c'était clair. Il y a aussi évidemment un truc que je prends pas plus que ça en compte dans mes explications, mais qui est hyper important et qui a été soulevé dans cette étude-là, si vous la lisez, c'est la déplétion des nutriments. Donc aussi phosphore, magnésium, calcium, fer, les choses comme ça, dont les plantes ont besoin, qui sont exportées par les feuilles mortes, et qui fait qu'en fait, alors ça appauvrit non seulement le sol en carbone, mais ça appauvrit aussi le sol en minéraux et nutriments. Ce qui fait que c'est même pas sûr en fait qu'une fois que la forêt s'est désertifiée, qu'une prairie puisse revenir. Peut-être c'est une sorte de jachère un peu chelou avec des plantes ultra tolérantes aux conditions extrêmes. Enfin, je caricature, mais c'est ça l'idée. Donc, feuilles mortes, on laisse tomber. Je me demandais, du coup, maintenant on est fixé pour les forêts. On sait que les forêts, on n'a pas le droit de récolter les feuilles mortes. Et après, je suis tombé sur des études sur les cultures. Et il y a des études comme ça qui disent, noir sur blanc, que, ben, par exemple, l'huile de palme, le blé d'hiver et le maïs produisent suffisamment de biomasse pour
pour que les résidus puissent être exportés. En fait, ça, c'est une étude qui a été faite pour la génération de bioénergie, donc bioéthanol, biogaz, les choses comme ça. L'idée, c'est qu'on a notre culture de maïs, par exemple, on récolte les grains du maïs, et puis on utiliserait les tiges du maïs pour fermenter et faire de l'énergie. Et puis la question qui se sont posées dans cette étude, c'est mais est-ce que si on fait ça, on finit pas justement par vider le stock de carbone du sol, vu qu'il n'y a plus aucun résidu qui retombe au sol pour nourrir le sol et pour nourrir la machine du sol. Donc ils avaient en tête le graphique par escalier que je vous ai montré. Ils ont fait leur étude, et puis ils sont arrivés à la conclusion que oui, le blé et le maïs, il y a suffisamment de résidus. Alors il ne faut pas tout récolter, évidemment, parce qu'on est justement sur un escalier stable. C'est qu'il faut qu'il y ait une partie qui soit tout le temps recyclée, mais il y a une partie qu'on peut récolter. Alors là, ils ont fixé le seuil à 2, donc pour l'huile de palme, il y aurait 0,8, pour le blé, il y aurait 0,3, et pour le maïs, il y aurait 0,1. Puis je me suis dit, mais c'est complètement bizarre, parce que la forêt, elle produit des tonnes et des tonnes de feuilles mortes. Le sol, il a 20 cm de feuilles mortes à l'automne. Une culture de maïs, ça fait 2-3 tiges par-ci par-là. Enfin, c'est quand même une biomasse assez intéressante, mais par rapport à ce que produit une forêt, aussi en termes de racines, etc., je me dis, mais c'est quand même surprenant qu'une forêt, on n'ait rien le droit de récolter, alors qu'une culture, si. Donc j'ai continué à creuser un peu. Et là, on voit aussi que le travail du sol a un effet... Donc là, on est toujours dans le cadre des études qui ont été faites pour savoir s'il y avait la possibilité de récolter une partie des résidus des cultures pour faire de l'énergie. Et ils ont regardé l'effet du travail du sol. Alors, ils ont vu que il y a conventional tillage, c'est le labour conventionnel. Reduced tillage, c'est le travail réduit, sans labour, et puis le dernier, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Et on voit que 40%, c'est pour le non-labour, c'est dans l'encadré rouge, c'est la quantité qu'on peut récolter du total, le pourcentage du total qu'on peut récolter de manière durable. Et on voit qu'en non-labour, il y a jusqu'à 40% des résidus, donc des tiges de maïs, si je prends le maïs, 40% des tiges de maïs que j'ai le droit de prendre pour faire complètement autre chose avec, sans que le carbone du sol diminue. Donc tout en restant sur l'escalier plat, si je reprends mon exemple, mon dessin. A l'inverse, si on prenait toutes les tiges de maïs, on finirait par dégringoler d'un escalier. Comme quand on déforeste, c'est un peu la même idée. Et puis, ça m'aide pas plus à comprendre... Enfin, ça paraissait logique que le non-labour, il fait qu'il y a moins de minéralisation aussi, donc il y a moins besoin de régénérer. Donc on peut laisser une plus petite quantité, ça paraissait logique, mais ça m'explique toujours pas pourquoi j'ai rien le droit de faire avec une forêt. Après, je suis tombé sur cette étude-là, qui m'a permis de tout comprendre. Lol. Pas tout, mais une grande partie. Je vous encourage à aller voir, l'étude elle est vraiment incroyable par sa complexité. Donc, ce graphique. Ce qu'il faut comprendre. Premièrement, les couleurs. En bleu, de 0 à 25, ça veut dire il y a entre 0 et 25% des résidus d'une culture qu'on peut récolter de manière durable. Je répète. Il y a entre 0 et 25% d'une culture, donc si on a une culture de maïs, on récolte les grains, il nous reste les tiges. Il y a entre 0 et 25% des tiges, donc jusqu'à un quart des tiges que je peux récolter, et le reste je laisse sur place pour se décomposer. Un quart que je peux récolter sans que le carbone du sol soit en baisse. Donc un quart que je peux récolter sans changer le carbone du sol. Évidemment, si je laissais ça au lieu de le prendre, peut-être j'augmenterais un peu le carbone du sol. Mais si je prends cette quantité-là, un quart, et que je laisse le 3 quarts sur place, le carbone du sol, il est normalement stable. On est sur l'escalier,
comme j'expliquais avant, normalement ça change plus. Ok. Ensuite, en vert, c'est entre 25 et 50%, en orange 50-75 et en brun 75 à 100%. Donc si on a brun, potentiellement, il y a 100% des résidus, donc je peux récolter toutes les tiges de maïs, sans que ça change le carbone du sol. C'est quand même assez étrange, mais on verra que ça s'explique. Ok, donc ça c'est le premier élément. Ensuite, on descend sur le graphique. En vertical, de 0 à 1, c'est les pourcentages. L'étude qui a été menée en Australie, en fait, elle étudie plein de fermes différentes. Et puis, chaque ferme a des résultats différents, et puis elle prend les résultats de toutes ces fermes pour les compiler, puis les associer, puis avoir des valeurs aussi proches, en gros, de la réalité que possible. C'est le principe des statistiques. Et puis là, sur l'axe vertical, du coup, on a des pourcentages de fermes qui remplissent certains critères. Il faut que je prenne un exemple. Première colonne, il y a jusqu'à 30% à peu près, donc 0,3, 30% des fermes qui peuvent récolter, dans certaines conditions, entre 0 et 25% des résidus de manière durable. Toujours cette colonne, il y a à peu près 0,1, donc 10% des fermes qui peuvent récolter entre 25 et 50%, donc la couleur verte. Et ensuite, en orange, il y a environ 20%, donc 0,2, 20% des fermes qui peuvent récolter dans ces conditions-là, entre 50 et 75%. Puis après, il nous reste le brun, donc environ 40% des fermes qui peuvent récolter jusqu'à 100% des résidus, entre 75 et 100%, donc là, il ne précise pas. Ça peut être 75, ça peut être 100. Jusqu'à 100% des résidus qui peuvent récolter sans affecter le carbone du sol. Si je prends une autre colonne, la colonne, disons la 5e avant-dernière, où c'est bleu jusqu'en haut, 6e avant-dernière, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 100% des fermes qui, dans ces conditions-là, j'explique après ce que ça veut dire dans ces conditions-là, 100% des fermes qui, dans ces conditions-là, peuvent récolter seulement entre 0 et 25% des résidus. Est-ce que ça c'est clair? Vous pouvez pas me répondre, donc en fait je vais continuer, et puis si vous comprenez pas, il faut aller lire l'étude. Je suis désolé. Donc quand je dis dans ces conditions-là, les conditions c'est l'axe horizontal. Donc l'axe horizontal il est divisé en quatre sous-parties. Première partie c'est la quantité de carbone du sol initial, donc quel est mon stock de départ. La deuxième sous-colonne c'est la température. Troisième, c'est les précipitations. Et la quatrième, c'est la fertilisation. Fertilisation azote, principalement. Ce qui nous intéresse le plus là, alors la température, oui, c'est un peu intéressant. Ce qu'on voit, c'est que plus la température est élevée, moins, en gros, parce que ce qu'il faut faire comme conversion, c'est plus la colonne est bleue, en fait, moins on peut récolter de résidus. Donc la température, on voit que c'est plus ou moins stable au début, puis après ça augmente assez rapidement, et plus la température est élevée, moins on peut récolter de résidus. La raison principale, c'est que plus il fait chaud, s'il y a de l'eau, plus ça se décompose vite, et plus ça minéralise aussi, et donc plus le sol a besoin de manger, en fait. Et donc si on lui enlève ça, le sol, il fait que minéraliser, et il n'y a plus de décomposition, et donc minéralisation, c'est des pertes de carbone. Les précipitations, c'est pas hyper marqué, donc on va laisser ça de côté. Ce qui nous intéresse, donc, c'est première et dernière sous-colonne. Première sous-colonne, le stock initial de carbone. Ce qu'on voit, c'est que plus le stock initial de carbone est élevé, donc si on monte jusqu'à tout à droite, la 48 à 116, plus le stock est élevé, moins j'ai le droit d'exporter de matière. Donc ça, c'est une des explications, à mon sens, de pourquoi une forêt où il y a un stock hyper élevé, j'ai pas le droit de récolter, alors qu'une culture, j'aurais le droit. Ça, c'est une des explications, et concrètement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que reprenez en tête le graphique du tout début avec la courbe logarithmique qui descend.
Donc on part par exemple d'une prairie, et puis on laboure plusieurs années de suite, et du coup le taux de carbone il descend très vite au début, puis après ça se stabilise. Ce que ça veut dire, enfin le lien en gros avec ça, c'est que plus on a de carbone au début, plus si je casse la machine en récoltant beaucoup, ça descend vite. Si vous avez en tête justement ce graphique du début de la présentation dont je viens de parler, ce que ça veut dire, c'est que avec un taux de matière organique faible, où on a déjà labouré beaucoup, etc., eh ben, on ne sera pas au début de la courbe tout en haut et on risque de chuter. On sera plutôt déjà proche du plateau, en fait. Et donc, des mauvaises pratiques, ça veut dire je récolte trop de résidus au lieu de les laisser sur place se décomposer, vont pas conduire à une perte de carbone hyper importante. Par contre, si j'ai un taux de carbone très élevé et puis que je fais des conneries, donc je suis tout en haut de la courbe, et ben là, ça descend très vite. C'est une des explications. L'autre explication, je peux pas encore la donner parce que j'ai pas amené assez d'éléments. J'y viens maintenant en fait. Alors, le quatrième sous-graphique, je pense, c'est le plus important, qui explique en partie le premier. C'est la fertilisation azotée. C'est qu'en fait, en apportant du fertilisant de l'azote, les engrais azotés, c'est quoi? C'est du gaz naturel, donc des énergies fossiles, donc un truc qui vient d'ailleurs, qu'on convertit en liquide super magique, qu'on donne aux plantes, et les plantes poussent beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça vient d'ailleurs. C'est pas un truc qu'on génère sur place. Et ça, c'est assez important. Donc, ce que la quatrième sous-partie nous montre, c'est que s'il n'y a aucune fertilisation, zéro, eh ben, il y a 100% des fermes qui pouvaient récolter entre 0 et 25%. Et vu la tendance de la courbe, je dirais c'est plutôt 0. Ça veut dire que s'il n'y a pas de fertilisation, potentiellement, ben, j'ai rien le droit de récolter. Et ça explique aussi l'histoire des forêts d'avant. Le fait que j'ai pas le droit de récolter les feuilles mortes d'une forêt. Avec aucune fertilisation, il n'y a pas de surplus. Avec aucune fertilisation, si on veut que le taux de carbone du sol reste stable, on doit tout restituer au sol. C'est vraiment fondamental à comprendre. Et je disais, du coup, ça explique en partie le premier graphique, c'est que probablement que le taux de carbone initial du sol, avec un taux de carbone initial du sol élevé, j'ai le droit de plus récolter. En fait, c'est faux. Quel que soit le taux de carbone du sol, j'ai rien le droit de récolter si j'ai pas de fertilisation. Mais ce qui expliquerait, selon moi, le fait que la dernière courbe, la dernière colonne de la première sous-partie du premier quart, donc la sixième colonne, cinquième, que le bleu soit pas jusqu'en haut, c'est parce que ces fermes fertilisent. Et du coup, comme elles fertilisent, il y a un surplus grâce à l'azote qui vient d'ailleurs, et ce surplus, on a le droit d'exporter. Je reviens à ma quatrième sous-partie. Sans fertilisation, on n'a rien le droit d'exporter. Mais après, ce qu'on voit, c'est que si on a 25 kg d'azote par hectare, 50, 75, 100, 200, en fait, alors bon, première tendance qu'on voit, c'est qu'à partir de 100, ça sert plus à grand chose d'en ajouter parce que ça se stabilise, mais ça, c'est pas vraiment intéressant pour nous. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que avec un apport extérieur d'azote, ça génère plus de biomasse que l'écosystème peut recycler en fait. Pas forcément qu'il peut recycler, mais dont il a besoin. Quand on est sur les escaliers, ce schéma d'escalier là, que j'ai utilisé avant, quand on est sur un escalier, c'est stable. C'est qu'il y a tout ce qui est produit est recyclé, et tout ce qui est recyclé, tout ce qui est décomposé est utilisé pour produire l'année suivante. C'est vraiment une boucle, c'est de l'économie circulaire pour les débutants. Et puis, si je viens casser cette boucle en exportant, ben je redescends d'un escalier.
ou en tout cas partiellement. Et à l'inverse, si je viens importer des trucs, comme de l'azote, eh ben les plantes, elles produisent plus que ce que le sol peut les nourrir. Et du coup, il y a un surplus. Et ce surplus, ben, du coup, j'ai le droit d'exporter. Si j'importe des trucs, j'ai le droit d'exporter des trucs. Parce que naturellement, le sol, donc les résidus des plantes, ils tombent au sol, ils se décomposent, ça fait cette espèce de piscine, enfin de réservoir de petits blocs, comme j'expliquais tout au début. Ça minéralise et ces nutriments vont nourrir les plantes. Mais c'est bien la quantité de matière organique qui définit combien je recycle et combien je peux faire pousser de plantes. Et avec de l'azote, je viens booster ça en fait. Je viens perturber ça en faisant plus que ce que le sol nourrit. Donc forcément, il y a un surplus. Et à l'inverse, si je viens pas mettre d'azote et que je viens seulement récolter, eh ben, la nutrition du sol crée une certaine quantité de biomasse, mais le sol, s'il était conscient, il s'attendrait à ce que cette biomasse se décompose pour être nourrie l'année suivante. Et si on vient récolter cette biomasse, ben, il a donné, mais il ne reçoit pas, et du coup, le taux de carbone diminue avec les années. J'espère que c'est compréhensible. Ok. Donc ça, c'est pour ce graphique-là, qui nous montre que la nutrition azotée joue un grand rôle pour récolter. Ok, mais c'est pas fini, parce que là, si on s'arrête là, c'est un peu décourageant, on se dit, bah merde, ça veut dire que, en fait, le seul moyen d'avoir plus, c'est de tricher, et que la seule réalité, la seule réalité dans les écosystèmes, c'est la stabilité, en fait. Eh ben non, heureusement pas. Ok. Donc ça résume ce que je viens de vous dire. Si on a un taux de carbone haut, eh ben, on peut récolter moins. La température haute, on peut récolter moins. Et puis une fertilisation haute, on peut récolter plus. Ok. Premier élément, la nutrition azotée, donc la fertilisation avec l'azote, c'est pas obligé qu'ils viennent des énergies fossiles. Ils peuvent venir des fixateurs d'azote. Et puis cette citation, cette étude en parle justement, c'est que dans les écosystèmes dans lesquels il y a des fixateurs d'azote, on observe une biomasse plus importante. Ce qui veut dire que, premier levier pour avoir le droit de récolter, si on veut conserver son taux de carbone stable et ne pas utiliser d'énergie fossile, on peut planter des fixateurs d'azote. Et en principe, ça crée justement ce surplus de carbone. Alors, soit qui nous permet d'augmenter le taux de carbone, soit qui nous permet d'exporter. Petite parenthèse par rapport à ça, récemment j'ai lu des précisions sur les fixateurs d'azote et c'est possible que ce soit seulement une corrélation et que ce soit pas l'azote des plantes, des fixateurs d'azote qui créent plus de biomasse, mais qu'en fait les fixateurs d'azote soient comme des activateurs de microbiologie du sol par leurs exudes racinaires ou des choses comme ça, et que ce soit vraiment qu'une corrélation et pas une causalité. Mais c'est vraiment une parenthèse. Je sais plus pourquoi j'ai remis ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un surplus Eh ben oui, il y a un surplus. Mais pas toujours et pas dans tous les écosystèmes. C'est deux images que j'avais présentées en demandant à l'audience dites-moi la différence entre ces deux plantes. Et puis évidemment, les réponses qui viennent, c'est à gauche c'est un arbre, à droite c'est des herbes, c'est différent. Ok. Mais concrètement, la différence entre ces deux plantes, c'est la structure. À gauche, on a un arbre, logique. Qu'est-ce qui se passe en hiver? L'arbre il perd ses feuilles, mais le tronc reste. Et puis, au printemps, les feuilles redémarrent sur un tronc déjà existant. L'herbe et toutes les plantes non ligneuses, donc entre ces deux plantes, ça c'est les deux extrêmes, entre ces deux plantes on aurait les buissons, les choses comme ça, qui sont plutôt du côté de l'arbre du coup, et puis plutôt du côté de l'herbe il y aurait, je sais pas, la moutarde,
bah, les plantes qu'on cultive. Ouais, bref. L'herbe, elle n'a pas de structure. Chaque année, elle redémarre pas de zéro, il y a des racines. Mais les racines se décomposent et se renouvellent aussi chaque année. Donc si on prend le bilan total, il y a aucune accumulation. En fait, c'est ça qui est important. Il n'y a aucune accumulation sur les années. L'herbe, après 50 ans, elle n'a pas plus de racines que ce qu'elle en avait après 40 ans. Voilà. Par contre, l'arbre, après 50 ans, il a beaucoup plus de troncs que ce qu'il avait après 30 ou 40 ans. Ok. Est-ce que vous commencez à voir la subtilité? Peut-être ça fait longtemps que vous l'avez vu, et puis c'est moi qui suis teubé, c'est aussi possible. Hein. Ok. Je reprends mon dessin avec les escaliers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et franchement, quand j'ai compris ça fait un peu comme un déclic dans ma tête, et c'est assez satisfaisant. Peut-être vous, ça vous fera pas, peut-être c'est nul. Peut-être c'est moi, j'ai des délires chelous. Ok. On a ces escaliers-là. Prairie, ça monte en forêt, ça descend en prairie, ça redescend en culture. Ok. Si on passe de la prairie à la forêt, qu'est-ce qu'on fait? On plante des arbres. Donc il y a des arbres qui apparaissent sur la prairie. On arrive à la forêt. Si on déforeste, on redescend à la prairie, ok. Sauf que, quand on déforeste, ici, on finit avec, genre un truc, ça s'appelle du bois. Du bois qu'on peut utiliser pour faire, par exemple, une maison. Donc en fait, quand on fait prairie, forêt, prairie, à la fin, on est à l'escalier prairie, on a la même quantité de carbone dans le sol que ce qu'on avait au début, à la seule différence qu'on a récupéré un putain de tronc d'arbre entre deux, et qu'on a fait une maison. Donc on n'a pas une prairie identique à la prairie initiale, on a une prairie avec une maison dessus. C'est cool, non? Une prairie avec une maison. Est-ce que vous... Ok. Le taux de carbone de la prairie initiale, c'est le même que la prairie avec la maison. La différence, c'est qu'il y a une maison. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de faire une maison, je fais du BRF que je mets dans la prairie? Bah forcément, il y a une grande partie, je crois que l'ordre de grandeur, c'est à peu près 80%, du carbone du bois avec lequel on a fait le BRF, qu'on applique sur la prairie, qui finira par s'évaporer, par être respiré, décomposé et retourné dans l'atmosphère, mais il y a environ 20% qui va être stocké de manière plus ou moins stable dans les fameux micro-agrégats grâce aux vers de terre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a un surplus. Alors, comme je l'ai montré avant, si on a de l'azote, soit minéral, soit avec les fixatrices d'azote, mais on a probablement aussi un surplus avec le bois, parce que le bois, ça dure plusieurs années. Et que si on est sur ce graphique d'escalier, qu'on est en prairie, on monte en forêt, on déforeste, on obtient du bois, on redescend en prairie, mais on a la prairie et le bois à la fin. Et du coup, on pourrait mettre le bois dans la prairie sous forme de BRF et augmenter le taux de carbone. Donc en fait, si on utilise le bois pour nourrir le sol, on ne redescend pas à une prairie au même niveau qu'on avait au début. On redescendrait à une prairie avec un taux de carbone un peu plus élevé. Et du coup, mais du coup, qu'en est-il? Parce que dans la nature, il n'y a personne qui récolte le bois. S'il y a une déforestation naturelle, si ça existe, bah le bois il finit par se décomposer. Ou bien, en fait, les forêts naturelles primaires, le bois il se décompose dans la forêt. Ok. Alors, donc la différence, c'est la structure en fait. La structure. Et puis, je viens sur cette idée de forêt primaire, puis j'ai continué mes recherches, et puis effectivement, en fait, les forêts primaires, elles ont un taux de carbone du sol qui augmente indéfiniment. Et ça paraît super bizarre, parce que le consensus qu'on nous balance tout le temps, c'est non, mais les forêts, c'est pas des puits de carbone infinis, parce que au bout d'un moment, ça atteint un état stable où en fait ça se balance. Et puis il y a
Puis il y a autant de carbone en fait qui est respiré par la décomposition que de carbone qui est stocké par les arbres, et du coup c'est un équilibre. Et c'est justement cette idée d'escalier que j'exposais avant. Sauf que ça, c'est valable dans les forêts où on récolte les troncs. Où en fait, la forêt, elle est à un taux de carbone stable parce que le tronc, il est tout le temps exporté pour faire des trucs, genre des maisons. Et il y a effectivement plusieurs études qui balancent des trucs comme ça. Nos résultats montrent que les forêts primaires, old growth, c'est les forêts primaires, que les forêts primaires peuvent continuer d'accumuler du carbone, contrairement à la perception commune qu'elles sont neutres en carbone. Donc ça, c'est qu'une citation de l'étude, mais si vous allez voir plus en détail, ce que cette étude montre, c'est qu'il y a effectivement, année après année, toujours plus de carbone. Et ça, c'est dû à ça. C'est dû au fait que la différence entre la prairie et la forêt, c'est la structure de l'arbre. Ce qui fait qu'une prairie permanente naturelle, elle ne stocke pas plus de carbone chaque année. Elle arrive à une saturation, après environ 100 ans comme on l'a vu avant avec l'autre étude là. Mais elle arrive à saturation. Et puis cette saturation, elle est quasiment plate. Alors que, en fait, les forêts primaires, elles n'ont pas de saturation. Le réservoir, le puits qu'on peut remplir, il est infini. Au bout d'un moment, évidemment, la courbe finit par s'aplatir un peu, mais elle n'est pas plate. Elle est légèrement augmentante, vers l'infini. Et donc, comme conclusion, je vais faire encore une parenthèse par rapport au fait que peut-être certaines prairies ont plus de carbone que certaines forêts, pour ceux que ça intéresse, mais je finis mon exposé comme ça. On a le carbone du sol, il faut le voir vraiment comme des escaliers, qu'on monte, qu'on descend, et puis chaque étage est stable, sauf l'étage forêt, qui potentiellement continue d'augmenter à l'infini. Pour faire la transition à partir d'une prairie, l'idéal c'est de ne pas labourer du tout. Par contre, si on doit labourer une fois, ensuite, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui permettent de, en tout cas, conserver, voire un peu régénérer le carbone perdu. Parce que le carbone qu'on perd au début, en fait, c'est le plus facile à perdre, mais c'est le plus difficile à régénérer, parce que c'est celui qu'on perd tout au début, la perte, elle est très verticale, mais le gain, il est très plat, à ce niveau-là. Je vous mets des images pour illustrer cette idée-là. Et puis, il y a un surplus qui permettrait en fait d'augmenter le carbone du sol d'une parcelle vers l'infini, ou alors d'exporter les résidus pour régénérer du carbone d'une autre parcelle. Et ce surplus, ça s'appelle soit les fixateurs d'azote, soit le bois. Et pas du tout les feuilles mortes et la paille, ou voilà. Et ça, c'est assez, je pense, important à avoir en tête quand on jardine ou qu'on fait de l'agriculture ou quoi que ce soit sans travail du sol. Alors, c'est toujours moins pire d'utiliser des feuilles mortes en forêt pour pailler un sol que de labourer, on est bien d'accord. Mais dans l'idéal, il faudrait pas pailler avec des feuilles mortes. Et il faudrait pas pailler avec de la paille de blé. Sauf si le blé vient d'une culture mixte avec des légumineuses, où là on a le droit d'exporter une petite partie. Mais dans les forêts, dans nos forêts tempérées, il y a très peu, voire pas du tout de fixateurs d'azote dans les forêts climax. Donc en tout cas en Suisse, les forêts climax, c'est principalement hêtres, chênes et résineux. Et puis c'est seulement dans les forêts très jeunes qu'on a un peu d'aulne et un peu de robinier faux acacia, qui sont des fixateurs d'azote. Ce qui fait que les feuilles mortes des forêts climax, en fait, on ne devrait pas y toucher. Le seul truc qu'on aurait le droit d'utiliser, c'est le bois. Alors soit sous forme de BRF, soit sous forme disons, si on n'a pas de... Parce que le BRF, il faut des méga machines pour le faire. Donc ça, forcément, on se dit, mais ils sont cons à l'époque, pourquoi ils faisaient pas ça? Ils étaient pas si cons, c'est qu'à l'époque, ils avaient juste pas des méga machines qui consomment genre des mètres cubes de diesel à l'heure pour faire du BRF
considère comme gratuit et un déchet aujourd'hui, lol. Non, c'est juste un putain de truc qui demande une chier d'énergie. Mais un truc, une manière peut-être plus pertinente d'utiliser le bois autrement que sous BRF, sous forme de BRF, c'est de l'utiliser juste sous forme de branches entières qu'on laisse se décomposer. Évidemment, ça prendra plus de temps, mais ça, à long terme, ça aura le même effet, quoi. Voilà, la présentation est finie, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'imagine que j'aurais décidé de faire plusieurs vidéos parce que sinon ça fait une vidéo de 3 heures potentiellement, donc ça risque d'être chaud. Ok. Ouais, donc là vous avez les sources, je vous mets tout le PowerPoint en description, et puis toutes les sources se retrouvent aussi dans le document Word en, en lien, en annexe. Maintenant je vais reprendre un peu le document Word parce que là, pour cette, pardon, pour cette présentation-là en classe, j'avais une demi-heure, j'ai un peu dépassé. Et puis il y a beaucoup de choses que j'ai apprises par mes recherches que j'ai pas pu présenter et que je regrette un peu. Enfin, en soi, les gens à qui j'ai présenté ça, je pense pas qu'ils sont tristes à cause de ça, mais bref. À vous, je vais vous le présenter parce que ça peut être potentiellement intéressant.